Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. Bonsoir les copains, c'est Excellent et c'est la dernière de cette saison excellente, 2022-2023 sur Sud Radio. Une saison haute en couleurs et en échange et toujours empreinte du bonheur de partager l'excellence française hors limite de notre beau territoire français avec vous, mes chers auditeurs. Il est pratiquement né dans un restaurant et pourtant avant de revenir à son premier amour, il a été notamment joueur de polo ou communicant, adoubé par les grands. Mais Grégory Cohen n'en démord pas, c'est chef qu'il est pleinement, c'est évident. Vous l'avez notamment tous découvert sur France 2 à maintes reprises. Grégory, vous multipliez les projets, clairement, d'un établissement à 5 restaurants, bientôt un Rungis, à une académie culinaire et j'en passe. Vous allez nous raconter tout cela, évidemment. Bonsoir. Avec plaisir. Bonsoir Judith. Bonsoir tout le monde. Il est chercheur responsable des études africaines à l'IPSE. Chers amis, c'est l'Institut de prospective et de sécurité européenne, spécialisé en géopolitique, géostratégie, sociologie, psychosociologie et en conseil, je l'ai bien descendu. Jean-Claude Chikaya a aussi été entre autres président du collectif Devoir de mémoire dans sa vie d'avant et son parcours reflète son engagement pour une société pacifiée. Jean-Claude Chikaya, vous êtes là pour nous parler du pourquoi des derniers événements, par exemple, violents qu'on vient de vivre, mais surtout de vous et un peu, beaucoup de vous, on l'espère. D'accord, bienvenue. Avec plaisir. Merci Julie. C'est Excellent sur Sud Radio, chers auditeurs, bienvenue chez vous. Alors Grégory Cohen, je le disais en introduction, beaucoup d'actualités pour vous, à commencer par votre projet à Rungis, c'est un projet un peu faramineux. Alors vous avez prévu l'ouverture de 5 restaurants, un traiteur, un gastronomique très bientôt, tout ça avec pléthore de noms sympathiques, je vais en citer quelques-uns, un ou deux. Il y a là Smatch, Lily and the Moon. Ouais, c'est canon, j'adore les noms, Ouais. en fait, j'adore les marques et j'adore les histoires. Alors ça ouvre quand déjà ? Ça ouvre normalement, parce qu'avec les travaux, il y a la théorie et il y a la vérité. Oui. Mais je pense qu'en décembre, on est ouvert. D'accord, donc pour les fêtes quoi. Pour les fêtes. Ça c'est bien ça. Et alors 5 restaurants, 5 marques, d'où ça vous vient ? Pourquoi vous faites ça ? C'est peut-être un de mes passés ou une de mes vies passées dans le marketing et dans la communication. Où en réalité on crée des communautés, on crée une marque, on crée des communautés autour. Et puis là, ces 5 restaurants, c'est en fait l'expression de ma vie, un peu de mes voyages, de mes rencontres. Il y a là pour moi, c'est la marque la plus multicommunautaire qui puisse exister, celle qui va rassembler tout le monde, celle qui a un cri de joie, qui est un en avant. Donc évidemment de la cuisine méditerranéenne. Donc ça c'est un peu. Ah bon, pourquoi ? Enfin, quand on me voit, on se rend compte que je suis plus méditerranéen que suédois en fait. Polonais, Oui. Schmatz, c'est un délicatessen, même chose. C'est toute une histoire avec les États-Unis, donc Schmatz, ça va être du pastrami, ça va être du bagel and lox, c'est-à-dire du saumon, ça va être du corned beef, ça va être les smash burgers, ça va être ces super petits déjeuners américains. Lily and the Moon, c'est du healthy végétarien, parce qu'aujourd'hui on est obligé de réfléchir un petit peu mieux à un terme que j'adore, qui est le flexitarien. Ouais, donc c'est exceptionnel de se dire qu'on va pas manger toujours de la viande, mais on va un petit peu changer de temps en temps. Donc voilà. Il y en a 2 autres alors. Il y en a 2 autres. Ouais. Allez, j'y vais. Mademoiselle Chang, qui est retour de mon vrai coup de cœur amoureux avec l'Asie. Ouais. Et là, on va être sur du vapeur et des soupes, des nouilles. Tout ça, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous raconte, ça va être du fait maison 100%. Donc toutes les vapeurs, tous les dumplings, ça va être fait maison. Toutes les pâtes vont être faites maison. Tous les pains vont être faits maison. On va intégrer une boulangerie à l'intérieur. Et puis le dernier, ça c'est pour ma grand-mère sicilienne. C'est Bella Gigi, qui va être un Italien. Et alors c'est vous qui faites les cartes des 5 restaurants ? Alors je fais les cartes des 5 restaurants. Je monte une brigade autour de moi. On a une cuisine absolument immense qui fait 450 mètres carrés. Je crois que c'est la plus grande cuisine que j'ai. Une cuisine pour tous les restos ? Une cuisine pour tous les restos. Et après, on va cuisiner, assembler en réalité devant tout le monde. Donc tout va être ouvert, tout le monde va pouvoir voir. Il va y avoir une transparence absolue sur le produit, sur la façon de le faire. Et puis normalement, ça devrait être plutôt assez alléchant. Et alors pour le gastronomique, comment il va s'appeler ce gastronomique ? Gastronomique, il va s'appeler Temporalité. Ouais. Pourquoi ? Temporalité parce que je travaille beaucoup sur ce que j'appelle le séquencier des saveurs. En fait, par exemple, si je prends le piquant, quelque chose de piquant, on va avoir différents types de piquant. Un exemple, le réfort, c'est très piquant, mais en temporalité, ça va avoir une note de 1. Ça va durer comme ça. D'accord. Si je prends du wasabi, ça va avoir une temporalité plus longue. Ça va être peut-être sur 2.
et si je continue, etc., jusqu'au pili-pili, où là, je vais continuer énormément. Le pili-pili, ça reste longtemps. Ça reste très longtemps et ça marque. On voit Jean-Claude rigoler, il connaît. Et donc, en fait, la temporalité, c'est ça. C'est travailler sur ces notes de tête, ces notes de bouche et ces notes profondes. Donc, c'est des concepts à chaque fois, hein, vraiment, que vous réfléchissez. Ouais, ce sont des vrais concepts. Et puis, c'est une vraie communauté. Si je prends Lily and the Moon, quand on va aller sur du healthy végétarien, naturellement, si je prends cette communauté et que je l'élargis un petit peu et que je me dis que c'est une communauté qui va être sensible à ce qu'on fait de notre terre, comment on évolue, qui va essayer de prendre soin d'elle, donc qui va sans doute être sensible peut-être à faire des cours de yoga par exemple. Et du coup, sur ce restaurant qui va faire 1600 mètres carrés, ben peut-être l'après-midi, autour de Lily and the Moon, on pourra faire des cours de sophrologie, des cours de yoga, etc. D'accord. Ça correspond à quoi ces 5 restaurants? Je crois que ça correspond à des moments particuliers dans votre vie. Hein. Oui, ce sont soit des moments particuliers dans ma vie, quand je suis parti vivre aux États-Unis et que j'ai eu absolument un choc absolu sur toute cette cuisine américaine autour du délicatessen, quand j'ai fait des pérégrinations au Proche-Orient et que je suis allé tant au Liban que en Israël et que d'un seul coup tu te rends compte que cette cuisine c'est une cuisine qui est complètement décomplexée. Qui vient casser les codes de toutes les cuisines que nous on va avoir. Il y a pas de beurre, il y a pas de lait. Elle est très végétale. Elle est explosive et folle. On va faire des salades folles d'herbes, de plein d'herbes différentes. Alors que quand on est sur de la gastronomie française, on va chercher à avoir un goût spécifique et on va essayer de le pousser au maximum. Là, c'est complètement différent. L'Asie, j'ai eu un choc absolu. Mon premier choc, c'est la Thaïlande. Le deuxième, c'est la Chine, dans plusieurs provinces de Chine. Et à chaque fois, on se rend compte du goût et de l'importance de la cuisine chez eux. Pareil, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait. Un jour, on me demande de faire un dessert pour un mariage. Et donc, moi, naturellement, je dis, je vais faire une pièce montée. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'arrive là-bas et on me dit, bon, on va te mettre à disposition la cuisine. Donc, c'était dans la région du Sichuan. Oui. Et on me dit, on va te mettre à disposition la cuisine d'un palace. Donc, je me dis, génial. Et j'arrive là-bas et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de sucre. Oui. Qu'il n'y a pas de beurre, qu'il n'y a pas de crème liquide. Et donc, pour moi, cuisinier... Une pièce montée en boule de coco. Voilà, exactement ça. Donc, on s'est débrouillé. Je me suis dit, tiens, mais en même temps, pour le petit déjeuner, peut-être qu'il y a du beurre. Donc, on a ouvert tous les petits sachets de beurre de petit déjeuner. On a découpé les petites tiges de sucre pour essayer de faire des choses à droite à gauche. Bon, on s'est débrouillé. Et quand j'ai fait... Alors, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait cette pièce montée, où vraiment, on a mis 6 heures pour la faire, c'était compliqué, on l'offre à ce jeune couple et je me dis bon bah génial, le goût est super bon, en plus j'ai mis de l'alcool de sureau, ils en prennent, j'aime bien mélanger un petit peu, faire de la fusion et en fait le couple a dit bah merci et ils ont ramené la pièce montée chez eux parce que c'était un cadeau pour eux et pas pour partager. Oh, mais non. C'est une autre culture, quoi. Ouais. Alors Grégory Cohen, vous êtes aussi parrain de la 34e édition de la Semaine du Goût, hein, qui a lieu du 9 au 16 octobre, chers auditeurs, et qui se tient dans toute la France. C'est un peu le rendez-vous des Français, des enfants, avec aussi des enseignants, des chercheurs, des artisans, des restaurateurs autour de la nourriture, autour de la nutrition, du bien manger. Ça, c'est un peu votre leitmotiv, hein, Grégory Cohen, le bien manger. C'est hyper important, ouais. Voilà. C'est hyper important et du coup, ça fait 3 ans ou 4 ans là consécutivement que je suis le parrain de la Semaine du Goût. J'en suis très très fier. Il y a des professionnels des métiers de bouche qui viennent dans les écoles et qui partagent avec les enfants des leçons de goût. Après, on leur donne un petit chapeau en marquant "c'est moi le chef" dessus. Je trouve que c'est génial. Ils sont contents, quoi. Ils sont hyper contents. Et puis, on les initie à plein de goûts différents. Il faut imaginer qu'il y a à peu près 38% des enfants dont le seul vrai repas est à la cantine scolaire. Et donc, dès qu'on commence à leur ouvrir un petit peu l'esprit et le goût, on se rend compte qu'ils sont hyper preneurs. C'est assez génial. Et ils sont preneurs sur plein de choses. J'avais fait un cours sur la châtaigne. Et j'avais montré en fait une châtaigne dans sa bogue, puis après une châtaigne sans la bogue, puis une châtaigne torréfiée, puis de la crème de châtaigne. Et après, on a cuisiné ensemble, on a fait un Mont Blanc, qui est un dessert à base de châtaigne. Et les enfants étaient fous de joie. Et ça, c'est très important pour vous, hein, de transmettre le goût aussi, de transmettre l'art du goût à ces enfants. Ça passe par l'éducation, quoi, tout ça. Hein. Ça passe par l'éducation. Je pense que la transmission et le partage, c'est dans l'ADN d'un chef de cuisine. Toute la cuisine ou toute la brigade de la cuisine, elle a été construite et constituée
par un monsieur qui s'appelle Auguste Escoffier, qui était un ancien militaire, et c'est pour ça qu'on appelle ça une brigade d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un chef, et qu'ensuite il y a le sous-chef, etc., etc. Mais en fait, elle est sur une pyramide, et l'information est donc sur une pyramide inversée jusqu'au commis, qui est le jeune, à qui on doit apprendre. Et normalement, si ça fonctionne, et ça fonctionne, de commis, il va passer à sous-chef de parti, puis à chef de parti, puis etc., etc., jusqu'à venir. L'escalier social. Exactement. En cuisine, ça fonctionne très très bien. Et c'est vraiment pour tous les jeunes, j'invite tous les jeunes à venir en cuisine parce que c'est un métier qui est sublime et sur lequel on a un vrai partage, une vraie transmission humaine et un vrai escalier social. Alors le bien manger, on en reparle aussi puisque vous avez initié avec Joey Star une journée du bien manger à la mairie du 9e à Paris il n'y a pas très longtemps, où justement vous avez fait des masterclass comme ça et de présentation aussi des produits en circuit court, etc. Et le but c'est aussi d'éduquer les grands, quoi. C'est les deux. On l'a fait en 2 temps. On a fait le vendredi avec Joey Star. Alors Joey Star, peut-être que ça peut étonner aux auditeurs, mais Joey Star, c'est un amoureux de la cuisine. Il est venu parler de cuisine ici. Bon voilà, donc ils le connaissent très bien. Et du bien manger. Donc on s'est vraiment rencontrés. On s'est, vous savez, ces rencontres où on reconnaît la personne en face. On n'a presque pas besoin de se parler et d'un seul coup on se reconnaît. Donc là vraiment on se reconnaît et du coup on a créé une connexion ensemble autour du bien manger. Donc ça a démarré en fait le vendredi où on a refait avec Joey l'ensemble des menus de toutes les écoles et lycées du 9e arrondissement. Génial. Donc ça a été top. Et ce qu'on a fait aussi était chouette. On a invité les parents à venir dans les écoles et dans les lycées. Goûter, donc prendre, on a tous pris, et Joey était avec moi, on a pris du coup notre plateau, et on a fait exactement l'itinéraire de l'enfant. On s'est posé à côté d'eux, on a mangé. Et ça s'est super bien passé. Et le lendemain, ça a été assez exceptionnel. On a fait venir des filières, donc en fait ceux qui cultivent pour nous, autant filière laitière que la filière végétale, que les fruits, etc. Et on a pris leurs produits et on a fait des masterclass. Et après le soir, on a terminé avec une super fête, parce que c'est toujours sympa de finir avec une bonne fête. Alors pour la petite histoire, tous les deux, Grégory Cohen et Jean-Claude Tikaya, vous avez Joey Star en commun. Alors je le dis pour les auditeurs, Jean-Claude Tikaya, vous avez initié en 2005 avec d'autres, le collectif Devoir de mémoire avec Joey Star. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais ce que je note quand j'écoute Grégory parler de nourriture ou d'être, c'est que le besoin du liant, la sauce dont vous parliez, le sucre, le beurre, etc., c'est fondamental et c'est souvent, hélas, ce qui manque en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude Tikaya ? Alors, le collectif Devoir de mémoire s'est créé à la maison en 2004. Il y avait 4 cofondateurs et après plus. Et c'était autour d'un repas préparé par moi avec moins de talent que Grégory. Et en fait, je mets dans mon poulet mon hybridité de mes composantes culturelles et identitaires différentes, mais j'en parle là. Et en fait, 2 nourritures se sont rencontrées, c'est-à-dire la nourriture intellectuelle et qu'est-ce qu'on peut faire pour participer et contribuer à faire en sorte que notre société aille mieux, tout en revenant pas sur l'histoire pour revenir sur l'histoire, mais chercher, débusquer dans l'histoire ce qui pourrait améliorer les rapports sociaux qui étaient donc... on a ça, c'était non, 2003, 2004. D'accord. C'est-à-dire c'était l'anniversaire, le soir de l'anniversaire de Didier d'ailleurs, c'était un 27 octobre. Voilà, je dis le jour de son anniversaire. Chers auditeurs. D'ailleurs, la prochaine fois, vous pouvez tous lui souhaiter. Un an après d'ailleurs qu'on a créé le collectif Devoir de mémoire, je me rappelle, tous nos collectifs, nos réunions, il y avait souvent un repas. En tout cas, on essayait de générer tout ce qui pouvait. L'idée, c'était de lier les communautés autour d'un liant qui est la nourriture. Voilà. Et toutes les catégories sociales étaient bienvenues. Il y avait des hommes, des femmes, des personnes qui venaient un petit peu de partout. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans un collectif et vraiment mettre ça dans le pot commun pour la société dans laquelle on est, qu'on soit français ou non, qu'on soit français d'origine sociale ou cela. L'important, c'était pas de construire contre, mais de construire pour. Et ça a été une aventure extraordinaire. Parlons vrai sur Sud Radio, et c'est le cas avec le chef innovant Grégory Cohen et le chercheur spécialiste en sociologie et géopolitique Jean-Claude Tikaya. D'ailleurs, on va continuer avec vous juste après ça. Restez avec nous, chers auditeurs. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair.
vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, c'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent. Avec moi ce soir pour vous, le chef Grégory Cohen et le chercheur qui ne fait pas que chercher, Jean-Claude Ticaya. Alors Jean-Claude Ticaya, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire vous et vos engagements, je souhaitais tout de même vous écouter et réagir face aux événements de ces derniers jours et aux émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, puisque vous aviez notamment, on l'a dit tout à l'heure, été très actif au moment des émeutes de 2005 avec Devoir de mémoire entre autres. Alors on en a beaucoup parlé, de la différence entre ces deux temporalités, on l'entend beaucoup dans les médias en ce moment, à commencer par le très jeune âge des émeutiers, beaucoup plus jeunes qu'à l'époque. Comment ça s'explique que c'est des très très jeunes comme ça, à votre avis? Alors, sur le plan sociologique, si je peux me permettre, je ne suis pas étonné, parce que malgré ce que je fais par ailleurs sur le plan de la géopolitique et en tant que chercheur, j'ai toujours donné un petit peu de temps dans les 10 quartiers sensibles, mais avec aussi bien en travaillant avec les professeurs, avec les institutions, avec les parents, avec les jeunes et moins jeunes. Et je voyais bien comment l'âge des premières déviances, malheureusement, à chaque fois, régressait et de manière beaucoup plus déviante, beaucoup plus arrogante et désinvolte. Et malgré tous les appels et alertes aux institutions successives, quel que soit le gouvernement, c'est vrai que là, on appelle au calme dans le chaos, donc ils entendent un petit peu moins, alors que les appels au calme, quand il y avait un calme relatif et ça bouillonnait, c'était donc le vase qui a encore débordé, parce que dans les quartiers populaires, c'est vécu comme une énième mort violente dans le rapport police-jeune et moins jeune, qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis le milieu des années 70, cela est évoqué. Il y a eu beaucoup de promesses et autres, mais ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai toujours prescrit, voire réclamé, c'est que ça ne peut se régler que dans un mouvement réciproque. C'est-à-dire que tout ne peut pas venir de l'État et des parents, mais chacun dans la hiérarchie des normes, dans leur hauteur de responsabilité. Ça veut pas dire qu'il y a une place, un lieu dit, tu restes là, ad vitam aeternam, dans ta cité ou dans un certain métier ou des visions complètement arrêtées, mais on est obligé d'embarquer, que ça soit une épopée nationale au terme, avec la puissance du terme, c'est-à-dire que tu sois français ou non. Mais il est certain qu'un enfant de 12 ans, il a besoin d'entendre une morale. Pas seulement une morale, mais une morale responsable. Une morale responsable, c'est-à-dire que la première sphère en sociologie, on le sait bien, la première sphère de socialisation, c'est d'abord la famille, qu'elle soit monoparentale ou pas. Et là, on parle beaucoup de familles monoparentales. Moi, j'ai travaillé souvent dans beaucoup de milieux scolaires, qui soient dans les milieux défavorisés ou favorisés. Il y a des familles monoparentales qui vont au mieux et qui fonctionnent très bien. Et beaucoup de parents qui ont su que leur enfant n'était pas là et ont su après coup qu'ils étaient malheureusement dans les émeutes. Bon, beaucoup, ça s'est très mal passé en rentrant, mais il y a quand même une responsabilité. On n'a rien à faire à 12 ans, 13 ans, 14 ans dans la rue, et notamment pour commettre cela, même si la colère, la révolte est justifiable. Qu'est-ce qu'on a voulu faire en 2005 et voire avant? C'est-à-dire garder vos énergies, garçons et filles, quel que soit votre âge, gardez votre énergie, les professionnels, mettons cela de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire on a besoin de tout le monde, de toutes les compétences. C'est pas un problème seulement de banlieue, c'est un problème national, et même à l'extérieur. Il y a des phénomènes similaires. Je vois qu'il y a des pays dans le monde qui pavoient sur la France, qui critiquent. Ils devraient faire preuve d'humilité, parce que sur le plan sociologique historique, il y a des émeutes similaires qui ont éclaté. Donc ça peut être aussi une vision supranationale. Nous sommes aussi de l'Union européenne, donc il faut plutôt rassembler les forces, au lieu d'avoir soit une vision parfois malheureusement raciste, soit on tape à côté des réalités, mais il faut rappeler aux responsabilités et autres. La première sphère de socialisation, c'est la famille, après c'est l'école, et déjà dans les familles et à l'école, en toute honnêteté, chacun soit vit tous les signaux qui malheureusement ont été mis là de manière
presque indécente dans comment cela a pu être, et c'est un euphémisme, comment la solidarité à l'égard du jeune Naël, et j'en profite pour présenter mes condoléances à la maman, mais qu'est-ce qu'on a voulu faire à Devoir de mémoire? C'est rassembler les énergies intellectuelles, quel que soit le niveau scolaire, pour dire, gardez votre énergie, il faut donner, quand on revoit le cahier des doléances, c'est tout le cahier des doléances qui n'a pas vraiment changé aujourd'hui en 2023. Mais si tu brûles les écoles tout en voulant dans ton cahier de doléances que les écoles soient de meilleure qualité, avec plus de moyens, parce que tous les chiffres et les études démontrent que ça manque de moyens, malgré la légende urbaine qui dit que dans ces quartiers il y a tout, on leur donne tout. C'est faux, il y a des chiffres qui sont là, qui sont à la Cour des comptes partout. Il y a des manques de structure, des manques d'endroits pour créer le lien. Voilà, etc. le chômage, les discriminations. Alors on peut dire que c'est l'explicitation de l'excuse. Non, c'était une explicitation sociologique qui est vérifiable. Moi, je verse ça à la sagacité de chacun et de chacune. Mais la solution, elle est en chacun. Et notamment, à 12 ans, on doit être encadré, on doit être structuré. En fait, c'est un problème structurel qui remonte à plus d'une génération quand même. À plus d'une génération, c'est-à-dire qu'une bonne partie des parents qui aujourd'hui sont dans le désarroi sont aussi révoltés, ou étaient peut-être dans les émeutiers d'alors. Et là maintenant, ils sont à la place de parents. Donc il y a aussi un regard différent, tout en étant révoltés, tout en étant meurtri par la mort, l'énième mort de Naël, qui peut s'en réjouir? Personne sur cette terre, même si bien sûr c'était ni ange ni démon, il était à 17 ans au volant d'une voiture sans permis, bien sûr que c'est interdit. Un cerveau normal ne peut que se résoudre à constater cela. Il y a le policier qui a tiré, mais il y a aussi le gamin qui était pour la 20e fois, je crois, en train de braver la loi, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus été éduqué dans le sens du respect de la loi. Alors, moi, je dirais pas qu'il n'a pas été éduqué, parce que je ne connais pas l'éducation que lui a apporté sa maman, mais moi, je connais beaucoup de parents qui font tout, et vraiment tout, et qui éduquent au mieux leurs parents, mais à l'extérieur, dès que les enfants prennent l'ascenseur ou sortent, ils ont un comportement complètement à l'inverse de ce qu'on leur dit tous les jours. En tout cas, lui, parce qu'à 17 ans, on est quand même responsable. Certains ont dit que c'était un ange. Quand on voit l'iconographie d'un ange, il est plus proche du baigneur qu'un jeune de 17 ans volant. Paix à son âme, on va pas dire plus, mais il faut rappeler chacun à sa responsabilité, même dans la révolte. C'est-à-dire que tes doléances, ça doit être encadré. Parce qu'il y a certains comme Rokhaya Diallo, pour pas la nommer, qui elle a dit qu'il existe carrément un racisme d'État en France, et que donc c'est un racisme systémique, et que c'est pour ça qu'on n'en sortira pas tant que ça s'arrête pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle résume ça en un point. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de racisme d'État. Moi, mes grands-parents ont connu un racisme d'État, parce que ma mère est martiniquaise, donc elle a connu la colonisation, l'esclavage avant. Mon père est congolais. Là, c'est un racisme d'État. C'était dans les lois. C'est-à-dire que le colonisé était vu, qu'il soit en Indochine, la Réunion, dans beaucoup de pays d'Afrique, que ce soit Alger et autres, il était traité autrement que pour le Français qui habitait dans l'Hexagone. Donc, ça s'appelait la colonisation, c'était dans les lois. Mais au sortir de ces lois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de racisme structurel. Mais moi, je ne peux pas dire, je sais, j'ai fait plusieurs mémoires sur mon grand-père qui, lui, a combattu la colonisation, mais comment il est arrivé en France? Comment mon père est arrivé? Il est arrivé à 8 ans. Il accompagnait mon grand-père, qui lui était député. Il est député au Palais Bourbon, de 46 à 60. Il a donc représenté le Moyen Congo, donc le Congo-Brazzaville d'aujourd'hui, et le Gabon. Mais il était député français. Et d'abord au deuxième collège, donc ils ont tout fait pour se battre. Comment se fait-il qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale française, il y a un deuxième collège pour les coloniser, les dits indigènes? C'est pour ça que j'aborde ce nom, parce que indigène dans le dictionnaire commun, c'est une personne qui est née dans son pays et qui y vit. C'est-à-dire que Monsieur Macron, Monsieur Jospin, on est tous indigènes, pareil pour un autochtone, mais on sait très bien que ça renvoie à une vision un petit peu sauvage du terme. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas combattu les Français, il a combattu la France coloniale, lui-même était français. Donc il combattait le racisme, il combattait un système. Et à l'intérieur de cette Assemblée nationale, il votait des lois pour toute la communauté nationale. Et quand il y a eu la décolonisation, il n'y avait pas un esprit revanchard. Et lui, l'important, c'était de démontrer qu'il ne peut pas avoir une république
coloniale ou une république et une démocratie coloniale. Et à l'intérieur de ce qui était fait de manière prédestinée, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, avec plein de combats. Il était ami de Césaire, qui est devenu, après, mon ami, comme un grand-oncle après. Et lui, sa vision... ils étaient aux côtés de Senghor, 3 amis, d'ailleurs ils peuvent vérifier, le nom de mon grand-père c'est Félix Tchikaya Jean, moi c'est Félix Tchikaya Jean-Claude, il était député à côté de Césaire et Senghor. C'était pas une haine contre la France, c'était une haine contre le colonialisme, et pour que la France... Il ne faut pas se tromper des ennemis, quoi. Il faut pas se tromper, il faut mesurer ses mots, surtout en temps de crise. Il en va de la responsabilité de ces personnes médiatisées, donc comme celle qu'on a citée tout à l'heure, qui finalement mettent en danger aussi ces générations-là en les excitant sur des sujets qui ne sont pas valables. Parce que le racisme d'État, comme vous venez de le dire, ça n'existe pas. Moi, je pense que le racisme d'État, il est très identifiable. C'est quand il y a des lois racistes. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. On peut bien sûr améliorer les lois qui, malheureusement, parfois conduisent à discriminer. Mais entre les lois coloniales et les lois de 2023, il suffit de les mettre sur table. Il faut tout mettre sur table. Il y a des responsabilités. Bien sûr qu'il y a du racisme à l'intérieur de la police, mais tous les policiers ne sont pas racistes. Pareil pour tous les corps. Donc, si à chaque fois... Moi je pense une chose. L'amalgame, moi, je l'ai subi quand j'ai subi le racisme. L'amalgame, je sais ce que c'est. Donc, quand tu veux le sel, tu tires par la nappe. Sinon, t'emportes tout le monde. Donc, c'est excellent sur Sud Radio avec Jean-Claude Tchikaya, le chercheur qui s'engage, vous l'aurez bien entendu, chers auditeurs, et puis le chef engagé lui aussi, parce que il fait de la nourriture solidaire, il fait plein de choses, Grégory Cohen. On y revient tout de suite, restez avec nous, les copains. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h. Vous êtes tous ici chez vous, chers auditeurs, pour cette dernière de la saison avec le chef prolifique Grégory Cohen et le chercheur qui cherche et qui trouve, Jean-Claude Tchikaya. Alors, on parle d'éducation, on parle de choses qui fonctionnent aussi en France, notamment votre projet à venir, Grégory Cohen. Merci pour la transition, Jean-Claude. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez monter une académie culinaire. Ouais, on est en train de monter ça, ouais. Voilà. Alors, qui, je vous cite quand même, parce que moi j'ai bien aimé ça, va traiter les 3 S. Donc le savoureux, le soin, le sens. Pour parfaire en fait les programmes des CFA, les centres de formation d'apprentis qui s'occupent eux que de la saveur. C'est ce que vous m'avez dit. Exactement. En fait, et d'ailleurs, quand on parle d'être en quête d'autorité, parce que parfois c'est vrai que c'est difficile pour une maman qui est toute seule de donner des limites et de donner des axes pour ses enfants. L'apprentissage, c'est exceptionnel. C'est une super solution parce que la figure paternelle, tu peux la retrouver auprès de ton patron et en même temps tu as un encadrement qui est un encadrement scolaire. Donc c'est vraiment pour moi la voie de l'excellence et c'est vraiment un truc génial. Oui, l'idée simplement c'est de se dire que la cuisine elle a évolué. Dans les années 70, 80, il y a eu une vraie évolution de cuisine. En 80, on est passé sur la cuisine nouvelle, avec même une modification de la perception du cuisinier avec Paul Bocuse qui allait sur les plateaux de télé, qui a été quelqu'un d'absolument extraordinaire, Monsieur Paul, qui a amené avec lui toute sa bande de potes. Donc c'était qui ? C'était les 3 gros, c'était Guérard, et il leur a dit allez, venez avec moi, il y a de la lumière, je vais la partager avec vous, ce qui est quand même assez exceptionnel, aussi, et assez rare pour être mis en exergue. Il a créé la cuisine nouvelle avec tous, et la cuisine nouvelle, c'était en fait faire une cuisine qui était différente, plus de mijotage, plus de grosses rations, plus de gras, plus trop de beurre, on mettait de la cuisson à la vapeur, on changeait un petit peu tout ça, et puis on commençait à faire des sublimes dressages. Il y a eu un vrai mouvement qui s'est créé, puis qui a évolué. Il se trouve qu'à ce moment-là où la gastronomie commençait à être plus saine, on s'est retrouvé avec une importation de cuisine qui était la cuisine où tout allait vite, le fast food. Et donc, c'est le moment où des grandes enseignes américaines ont débarqué en France. C'est le moment où on faisait un jus d'orange avec un petit sachet, on mettait juste de l'eau dedans et puis boum, ça nous faisait un jus d'orange. On trouvait que c'était génial et tout allait très vite et tout allait plus vite et plus vite et plus vite. Je m'en souviens du jus d'orange des années. Voilà, exactement. Où ces fameuses pâtes qui avaient plein de goûts différents et où on mettait un petit peu d'eau chaude dedans. Bref, ça a évolué.
Et je trouve que dans les CFA, qui font un boulot formidable, sur la cuisine, on est resté sur le premier S, qui est savoureux. On veut des saveurs, on veut faire quelque chose de bon. Mais la société, elle a évolué, et maintenant, on veut que ce soit sain, que la cuisine soit saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention à mon cholestérol, moins de gras. Attention à mon diabète, moins de sucre. Attention à mon équilibre, moins de sel. Attention, je suis intolérant au gluten. Ok. Et donc le chef, il a dû se transformer, ça évoluer. devient compliqué quand on vous écoute quand même. Mais non, mais ça m'a fait transpirer en 2 secondes. Là. Oui, mais en réalité, je dis que du coup, le chef, on lui donne des contraintes et il cuisine en fonction de ses contraintes. Il s'est réinventé, quoi, complètement. Exactement. Et donc, il va découvrir, tiens, qu'il y a de la farine de blé ancien, qui est absolument géniale, la barbue du Roussillon. La fleur du Berry, c'est déjà des noms qui font rêver absolument dingue et qui ont la capacité d'avoir un réseau gluténique qui est le même mais qui n'a pas été corrompu par tout ce qu'on va mettre, les pesticides qu'on va mettre dans les champs, etc. Donc beaucoup plus simple à digérer pour ceux qui sont intolérants au gluten. Donc on a ouvert une espèce de conscience et cette conscience, elle continue avec les générations actuelles qui veulent plus un emploi, simplement un emploi, qui veulent plus travailler comme des fous à gogo, mais qui veulent travailler pour une entreprise qui a du sens. En fait, ils veulent donner du sens à leur vie. Et ça a déteint sur notre cuisine, où aujourd'hui, on a besoin de savoir qui produit. Oui, bien sûr. Comment il produit. Quand il produit. Donc, la saisonnalité, le locavore, éventuellement le circuit court. À pas confondre avec le locavore. Le circuit court, c'est par exemple quand un producteur va vendre directement à un restaurateur ou quand un producteur va vendre directement à une grande surface. Ce qui est compliqué, il y a souvent obligatoirement un intermédiaire, du coup c'est plus un circuit court mais ça peut être du local. Et du coup on va essayer d'amener cette mention complémentaire pour tous les CFA de France autour du savoureux toujours parce que c'est important de faire du bon, du sain et du sens et donc de permettre de bien manger, donc manger du bon avec du sens, donc manger avec bon sens. Bravo, manger avec bon sens, c'est excellent. Alors justement, pour rebondir sur ce que dit Grégory Cohen, Jean-Claude Ticaire, l'apprentissage, c'est vraiment une solution. On en entend beaucoup parler des choses qui manquent, mais quid de celles qui fonctionnent, justement. Il y a beaucoup de secteurs, comme je sais que la Confédération de la boulangerie a communiqué là-dessus il n'y a pas longtemps. Il y a plus de 30 000 places à pourvoir dans le secteur de la boulangerie. Il y a énormément de secteurs qui sont en souffrance et qui passent par l'apprentissage, justement. Pourquoi est-ce que les jeunes de ces quartiers, de nos quartiers, ils s'orientent pas vers ces chemins-là? Pourquoi on leur montre pas des directions justement qui peuvent éventuellement les cadrer? Comment ça se fait qu'il y a autant de place à pourvoir selon vous? Alors, c'est quand même impressionnant, quoi. Moi, ma vision de la transmission, c'est plutôt l'instruction. Et ce qui manque peut-être dans ces quartiers et ailleurs, et en dehors des quartiers, dans le périurbain, dans le milieu rural, c'est peut-être une plus grande connaissance de ce qu'on peut faire. On peut, si on bosse hyper bien, on peut faire cagne, hypocagne, c'est-à-dire s'ouvrir les possibles. Oui, parce que ça marche. S'ouvrir les possibles. On est d'accord qu'on est dans un pays où c'est possible tout ça. Et voilà. Et en tout cas, il faut le rendre encore plus possible. Et il y a beaucoup, en fait, de représentation sur les métiers, beaucoup de représentation sur les personnes. Et certaines personnes qui sont parfois déjà entichées d'une représentation soit trop intériorisée, soit coproduite, comme étant dépréciée, va tout faire pour éviter certains métiers en pensant qu'ils sont dépréciés et dépréciatifs. D'accord. Donc être boulanger, c'est mal vu, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Ça peut être mal vu, malheureusement. Malheureusement, tout en se disant, avec mon premier bon salaire, j'irai dans un bon resto. Éventuellement, j'inviterai quelqu'un à qui je voudrais faire plaisir. Sur les CFA de cuisine, par exemple, est-ce que vous pensez que chef, aujourd'hui, c'est quand même un métier qu'on voit beaucoup à la télé, etc. C'est une grosse cote. Bien sûr, j'en ai discuté plusieurs fois avec votre collègue Thierry Mars, qui fait tout un travail et qui vient également de ces quartiers. Donc, je pense qu'il faut vraiment, là encore, dans le mouvement... C'est un problème d'information, ils sont pas au courant? C'est quoi, par exemple, pour la cuisine? Parce que pour le coup, là, il n'y a pas d'histoire d'image du métier lui-même, puisque c'est un métier qui a la cote en ce moment. En fait, moi, surtout sur les jeunes, par exemple, qui sont en échec scolaire, parce que vous parlez d'hypocagne-cagne, ceux qui ont arrêté l'école en 4e, ils n'iront pas en hypocagne-cagne, a priori. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas même pratiquement une obligation de leur part d'aller parfaire leur éducation? Justement, j'insiste sur l'instruction, c'est-à-dire l'instruction, quelles que soient ses notes, c'est l'ouverture du spectre. C'est-à-dire, quel que soit d'où vous venez, où vous êtes, il y a un moment où parfois, là, il va falloir que tu ne peux pas faire maths sup ou aller à Polytechnique, ou tu peux faire maths sup et Polytechnique, et il y a plein de possibilités. Tu peux même rebondir. Aujourd'hui, toutes les études démontrent qu'on peut aller jusqu'à faire 7 métiers. On peut changer de métier dans la vie, différents. Vous le savez, Grégory. L'important, c'est de voir, y compris les personnes et les métiers et les espaces où ils vivent, avec une autre vision. Parce que l'intériorisation
l'intériorisation, quand j'habite en banlieue, je dois être comme ci, je dois être comme ça, à participer aussi, à faire sortir comme ça dans les rues pour dire sa révolte légitime. Et tout cela se retrouve dans tous les champs. Comme beaucoup dans les classes, parfois je ne comprends pas, j'en discute avec eux, pourquoi dans les classes en banlieue, il n'y a pas une classe où certains pensent qu'il a la musique dans la peau ou le sport dans la peau ou dans le sang. En fait, il faudrait aménager les temps d'école sur des ouvertures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut ouvrir au métier le plus. En fait, il faut ouvrir l'école, mais pas pour ouvrir l'école, mais il y a des liens d'instruction. Mais on pourrait créer des ateliers. Exactement. C'est ce que je mettais en place avec d'autres personnes. Mais à mon sens, il y a plein de choses à faire. Parce que, en réalité, l'école, elle nous formate à soit on est bon à l'école et on peut faire des études supérieures, soit on n'est pas bon à l'école et d'un seul coup, on a l'impression d'être un raté. Et il y a quelque chose que je trouve qui est assez génial, qui se développe aujourd'hui. C'est un terme américain, qui s'appelle les soft skills. C'est-à-dire qu'on peut avoir un gamin qui est pas bon à l'école. Et moi, franchement, j'étais pas bon à l'école, parce que tout simplement, ça m'intéressait pas. Parce que j'avais l'impression d'être largué par le gars du premier rang qui était hyper bon, et moi, je réussissais pas forcément. Mais ça veut pas dire que j'étais mauvais. Bien sûr, ça veut dire simplement que dans ce modèle-là qu'on me proposait, c'était un modèle qui me convenait pas. C'était un modèle où j'avais peut-être pas la maturité, j'avais peut-être pas l'ouverture. Et du coup, il y a, je pense, ce côté-là où il faudrait qu'on essaie de détecter quelles sont les capacités réelles de l'enfant. Est-ce que c'est de la créativité ? Si c'est de la créativité, il y a plein de métiers qui vont sur la créativité. La cuisine, la pâtisserie en font partie, mais il y en a plein d'autres. Est-ce que c'est quelque chose qui va être très manuel ? Dans sa tête, il intellectualise pas, il voit tout de suite comment il peut récupérer des choses. Il y a plein d'autres métiers qui vont être pour lui à ce moment-là. Et je pense que c'est là et à ce moment-là qu'il faut qu'on essaie de détecter et ensuite d'encourager les jeunes pour aller dans des voies qui sont intéressantes et qui ne sont pas que des voies où on te dit que attention, voie scolaire, quoi. Que de la voie scolaire où on te dit que tu peux devenir ça, ça et ça. Oui, tu peux le devenir. Tout le monde peut devenir ce qu'il veut. Il faut rêver grand et même au-delà pour réussir dans la vie. Mais être cuisinier, c'est un super métier. Être pâtissier, c'est un super métier. Être boulanger, c'est un super métier. Ce sont des vrais métiers de vraie valeur. Cette filière, elle est exceptionnelle. C'est une filière de l'excellence. Et donc, quand on met ces mots-là dans la tête de ces jeunes, on valorise autrement. Oui, évidemment. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une histoire de langage, en fait. C'est une histoire de langage. Et j'insiste sur le plan psychosociologique, ce qu'on intériorise. C'est-à-dire, Grégory, tu disais, voilà, tu n'étais pas très bon à l'école, ou peut-être que tu disais, je vais faire autre chose. Sauf que certains, dans certains quartiers, vont se dire, je ne suis pas bon parce que je suis noir, parce que je suis d'origine arabe, parce que je suis de banlieue. C'est-à-dire qu'il y a un amoncellement d'intériorisation qui s'additionne avec de véritables, parfois, difficultés sociales, économiques et autres, qui, malheureusement, parfois font barrage. Et en fait, quand je dis instruction et ouvrir le spectre, c'est pour cela que c'est une épopée pluridisciplinaire, parce que les facteurs sont multifactoriels pour essayer de faire le mur intellectuel au sens instruction du terme, pour dire, écoute, va au-delà de ce que tu penses être fait pour toi. Tu penses que tu es plus pour la musique et pour le sport? Attention. Ouvre. En revanche, contribue à faire en sorte que des murs tombent dans notre société, parce que c'est vrai qu'il y a des préjugés, il y a des représentations et autres, et ils ne tomberont pas tout seuls. Donc c'est pour cela qu'il y ait des mouvements, qu'il y ait des réflexions dans tous les champs, que le champ économique puisse y participer, que ça soit... Les syndicats, bien sûr, combattent, mais tout le champ économique qui puisse ouvrir. Mais pour que ça s'ouvre, il faut qu'il y ait une formation. Parce qu'il y a l'aspect économique, il faut que ça soit aussi une plus-value. Donc il y a tous les... Ça passe par l'enseignement. Voilà, ça passe par l'enseignement et tout ce qui est en dehors. Et tous les gens qui gravitent, et voilà, bien sûr, au sein des familles, des familles, la première sphère de socialisation, et tout ce qui peut contribuer à rendre plus fort. Allez-y, Grégory, vite fait. On a non, hyper vite fait, mais un jour, on m'a demandé qu'est-ce que c'est que la cuisine française. La cuisine française, elle n'existe pas. C'est une cuisine de rencontre
d'importation de partout. Moi, je suis immigré première génération en France. Je fais partie d'une minorité culturelle aussi, et j'ai démarré pas à 0, j'ai démarré à moins, parce que j'avais un papa qui confondait son prénom et mon prénom, donc qui a fait plein de choses avec mon nom, et j'ai dû rembourser ses dettes quand j'ai démarré. Ce que je veux dire, c'est que soit on se dit j'ai plein de difficultés et je réussirai pas, soit on se dit j'oublie, j'avance, je mets un pied devant l'autre, et à un moment, je me retourne et j'ai vu tout le chemin parcouru, et c'est plutôt pas mal. Chers jeunes auditeurs qui écoutez ces deux grands sages que nous écoutons ce soir, dites-vous que la route est bien ouverte devant vous, que tout est possible en France. Et merci à tous d'écouter cet excellent sur Sud Radio avec le chef Grégory Cohen et le chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité d'Europe, Jean-Claude Tchikaya. À tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. C'est excellent sur Sud Radio. C'est bientôt la fin de la dernière émission de la saison. Très chers auditeurs, en compagnie pour ce fait du chef qui innove et qui crée le lien, Grégory Cohen, et du chercheur qui concrétise, Jean-Claude Tchikaya. Alors, justement, on parlait création de liens, etc. On est aussi dans une époque de la création de liens technologiques, avec les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Et donc, en fait, je ne parle pas de ça pour rien, parce que vous, Grégory Cohen, vous avez une petite idée d'innovation assez sympa. Alors là, c'est pas les réseaux et tout ça, c'est l'intelligence artificielle, parce que vous avez comme projet, vous, d'organiser le premier repas en hologramme avec un truc, enfin, je sais pas comment dire, un IA, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Ça sera incessamment sous peu. Pourquoi ça vous avez envie de manger avec une machine ? Moi, ça me fascine. En réalité, on est toujours très inquiet de toutes les innovations technologiques. On se dit c'est incroyable. Et c'est compliqué, ça va nous changer la vie, est-ce que ça va être bien ? Et en réalité, on est face à notre propre peur, face au changement. Le changement, c'est quoi ? C'est lâcher prise sur quelque chose qu'on ignore, qu'on connaît pas. Et on se dit, donc forcément, si on le connaît pas, c'est terrible ce qui va arriver. Je parlais d'Auguste Escoffier. Auguste Escoffier, avant la Première Guerre mondiale, il fait, avec une innovation technologique absolument dingue, qui s'appelle le télégramme, il envoie un menu à tous ses disciples partout dans le monde en disant voilà, tel jour, on va faire tous ensemble le même menu, voilà le menu, et on va le servir au même moment. Et en réalité, Auguste Escoffier, s'il était là aujourd'hui, il serait sur Instagram, il serait sur Twitter, et puis peut-être que ça le brancherait de faire un 4 mains avec un hologramme en intelligence artificielle. En hologramme, ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça qui est fou, quoi. Alors justement, pour rebondir sur ça, Jean-Claude Tchikaya, ces innovations technologiques, les réseaux, etc., l'intelligence artificielle, la cybernétique, etc., est-ce que vous pensez que ça peut aider à faire évoluer vers le mieux, justement, les relations entre l'État français et ces jeunes ? Oui, moi j'ai un regard assez positif. Parce que c'est vraiment une prospective, là encore un champ pour les jeunes et moins jeunes et qui habitent dans les quartiers ou pas. Mais ils devraient absolument, parce que c'est une compétence qui doit faire partie de tous les CV, qui est une plus-value, absolument rentrer bien sûr avec la vigilance, idoine, tout ce qu'il faut pour se protéger et protéger les autres. Mais sur le plan économique, sur le plan personnel, c'est dans tous les métiers, c'est dans la vie personnelle, c'est dans les rapports sociaux, dans les rapports administratifs, c'est carrément incontournable. Donc ne pas, même s'il y a des discriminations, des véritables problèmes et autres, et parfois co-créé, coproduit, ou subi, eh ben, il faut... Ça existe sur Internet, ça, là, les discriminations, les problèmes et tout ça, vous pensez ? Alors, sur les... C'est une question bête. Sur Internet. Sur Internet, sur les réseaux et tout ça. Oui, il y a des discriminations et notamment même dans l'IA. Ils ne sont pas toujours formatés pour l'ensemble des terriens, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est pour cela que quand les personnes parlent de déconstruction, c'est pas pour déconstruire un monde et le rendre en ruine, c'est pour débusquer et traquer ce qui malheureusement a produit des représentations fausses. Il faut changer de prisme et de paradigme, mais de manière réciproque et ne pas voir à chaque fois dans l'autre une personne qui serait contre ou autre. Si
le racisme est un délit, donc il faut le traiter comme cela, que ça soit de l'homophobie, de l'antisémitisme, ceci, cela, faut le traiter comme un délit. Donc je comprends les marches, je comprends les révoltes, sauf que les révoltes, faut qu'elles soient politisées. Ils votent pour qui ils veulent, mais il faut qu'elles soient politisées, parce que c'est un aspect plus contributeur à la société qui est la nôtre. Il faut arriver comme on est avec toutes ces composantes identitaires. 90% des émeutiers sont français. Donc, c'est pas parce que, malgré ce que certains ont fait, ça les dénaturalise pas. On est d'accord que ça peut aider à mieux, parce que là, on parle beaucoup justement ils s'en sont déjà emparés. Oui, mais tous, peut-être, n'ont pas assez une vision professionnelle sur cette... Je voudrais quand même que vous parliez un peu de vous, je vous coupe. Oui, dites-moi. Vous avez débuté votre carrière en tant que sociologue en 2001, vous. Oui. Et puis, dès le départ, sur des questions de formation, de laïcité, de prévention des radicalisations, ou sur le doute identitaire, par exemple. C'est votre expérience personnelle qui vous a emmené sur ce chemin, ou c'était une évidence aussi due à votre papa, dont vous parliez tout à l'heure, qui vous a transmis des valeurs que vous aviez envie de voir? Alors, les deux en même temps, parce que ma mère est martiniquaise, donc la Martinique est une création française, oui. De 1634, donc qui était française avant Nice, la Savoie et autres, mais ça a commencé malheureusement par l'esclavage, la colonisation et autres. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article qui s'appelait De la carte postale à la carte sociale, qui démontre qu'aux Antilles, dans tout l'outre-mer, c'est pas encore ça sur le plan social et économique. Mais c'est vrai que c'était un mélange de doutes identitaires pour me construire. J'avais des bibliothèques à la maison. Ma mère était secrétaire de direction au ministère du Travail et de la Santé. Vous étiez dans un bon cadre, quoi. Voilà, mon père était donc dans la diplomatie économique et autres. Et mon grand-père était donc ancien député, que je ne l'ai pas connu, mais Césaire, je l'ai connu, Senghor, j'ai connu. C'est-à-dire que je pouvais poser des questions aux uns et aux autres, quelle que soit leur couleur, quand ils venaient dîner à la maison, ou comme moi, j'allais vers eux leur réclamer un livre. J'arrivais pas toujours à tirer des copains ou autres, venez avec moi. Mais bon, dans les discussions, tout passe, mais dans le principe de se faire le mur, je le faisais aussi comme ça, parce que je voyais aussi autour de moi, et je l'ai vu après dans les écoles, et je le vois encore, il y a un doute capacitaire, on en parlait tout à l'heure. Mais là, on parlait de vous, là. D'accord, oui. C'est important de rester sur vous. Il nous reste très peu de temps, je vous recoupe, parce que je vais poser quand même une question à Grégory Cohen, justement sur son parcours aussi. Vous avez fait vos classes en tant que chef avant tout ça, avant votre autre vie dans la cuisine du restaurant de vos parents, le Galant Vert, qui est un restaurant où on pouvait déguster à l'époque le meilleur foie de gras de Paris. Il y avait des personnalités, il y avait Serge Gainsbourg, il y avait Lino Ventura, enfin c'est fou quand même. Vous auriez peut-être pu devenir président, puisqu'il y avait François Mitterrand. Il y avait François Mitterrand, ouais. Et puis après, vous avez été complètement sur autre chose, vous avez été dans le marketing, vous avez rencontré sur l'Apple Expo que vous organisez en 96, quand même je le dis, Steve Jobs, qui vous a fait venir lui au sein de la Silicon Valley avec votre agence à l'époque. Grosso modo, en fait, vous avez réussi à fusionner ces deux moments de vie très importants pour vous, qui sont cette enfance dans le restaurant, dans le goût et dans tout ce que ça a développé chez vous, et ensuite ce rapport justement au marketing chez Apple. C'est quand même pas n'importe quoi. C'était pas n'importe quoi. En fait, ma maman voulait que je fasse des études, mon papa voulait que je travaille. Donc je travaillais dès que j'avais fini l'école, j'allais travailler dans le restaurant de mes parents. Donc j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Et en même temps, j'ai eu la chance d'être dans une école qui était un peu particulière, où dans les années 80, on donnait des cours d'informatique. Et alors que j'étais super mauvais à l'école, ce langage informatique qui m'a parlé, je crois qu'à 14 ans, j'ai fait mon premier Space Invaders, j'ai programmé un jeu vidéo. Et j'avais trouvé ça absolument génial. Puis après, mon père me dit, il faut que tu fasses de la cuisine. Donc j'ai fait de la cuisine. Il se trouve qu'à un moment, la vie, en fait, je pense qu'il faut aussi faire confiance et ouvrir le champ des possibles dans notre vie. C'est-à-dire qu'il faut pas fermer les portes. Il faut pas se refermer. Si je me referme, je ferme les portes. Si je ferme les portes, je peux pas rencontrer les bonnes personnes. Je pourrai jamais rencontrer les bonnes personnes. Vous êtes d'accord sur ça tous les deux? Ah oui, je suis à 1000%. Et du coup, moi, j'avoue que... Alors j'ai eu sans doute de la chance. À un moment, je me retrouve à organiser l'Apple Expo. Je fais une erreur sur quelque chose, sur un poster, et toute l'équipe de Steve Jobs dit nous on présentera pas à Steve Jobs parce qu'on trouve que ce poster il est pas beau, c'est pas le bon matériel. Tu as mal imprimé le truc. Je dis ok, très bien. Donc 6h du matin, Steve Jobs arrive. Il dit qui a fait ça. Il s'arrête devant évidemment le poster. Il se retourne, il n'y a plus personne. Son équipe est à des kilomètres derrière. Et donc le type de l'agence dit c'est Grégory. Et il me regarde, il me dit super travail, bravo. Et l'après-midi même, j'avais une offre d'emploi pour partir
à Cupertino, dans la Silicon Valley. Génial. On en arrive à la fin de cette émission. Alors, en quelques mots vraiment, messieurs, en 1 minute pile, il faut me répondre à cette question. On va commencer par vous, Jean-Claude Chikaya. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Je lui dirais ce que j'ai pu me dire, c'est-à-dire d'intellectualiser le doute, les doutes. C'est peut-être l'environnement philosophique où le doute, faut l'intellectualiser, quel que soit le niveau scolaire. Faut l'embrasser, faut s'y confronter. Faut surtout pas le garder. Il faut pas lâcher l'affaire aussi. Faut pas lâcher l'affaire. Je ne vois pas ce que piller les magasins n'ont pas pillé ni élagué les problématiques. Au contraire, ça a mis une brique de plus. Eh ben, c'est les petits jeunes qui nous entendent. Si jamais vous êtes allés faire ça, attention, hein. C'est pas bien. J'ai Grégory Cohen. Je pense qu'il dit reste comme je suis. Ça veut dire reste un enfant, reste curieux, garde ta naïveté, crois au champ du possible et grandis. Bah voilà. C'est fait, merci à tous les deux. Je termine en beauté cette année. La saison 4 de C'est excellent, c'est terminé, chers auditeurs. C'était la toute dernière. Merci d'être venus en studio partager ça avec nous. C'était un plaisir. Merci, Judith. Plaisir partagé. Je vous remercie tous. Je tiens à vous remercier, mes auditeurs fidèles, pour votre soutien continu, votre fidélité qui m'inspire chaque jour. On se retrouve pour la suite des événements en septembre. Mais en attendant, dès demain, à 17h, et jusqu'au 4 août pour les vraies voix de l'été sur Sud Radio, côté de mon confrère Frédéric Brindel. Grégory Cohen, si on veut vous trouver, a priori c'est Instagram. Oui, c'est parce que j'ai pas trouvé de site internet. Non, Grégory Cohen off avec 2 F. Exactement. Jean-Claude Chikaya, vous, en fait, on tape votre nom, c'est TCHICAYA. Félix Chikaya, voilà. Voilà, il y a tout sur internet. De mon oncle aussi, Chikaya Otabsi. Voilà. Et puis, merci à Quentin Cabanis pour cette belle dernière en beauté qu'il réalise aujourd'hui à Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez podcaster cette belle saison 4, très belle saison 4 en intégralité sur YouTube, sudradio.fr, les réseaux Deezer et tout le tintouin. On se retrouve en septembre pour cette excellente bande de chers auditeurs. Et puis dès demain pour les vraies voix. Je vous embrasse. Bisous, bisous.